Bonsoir, mon nom est Christian Walfogel, je suis directeur associé à la Fondation de placement Renaissance. J'ai la lourde tâche de donner la dernière présentation, comme tout le monde attend l'apéritif, je vais être bref et to the point, comme ils disent en anglais. Alors, on m'a demandé, en fait, c'est de nouveau comme une expérience de terrain que je devrais parler aujourd'hui. Nous, on vit l'ESG au sein de la Fondation, je vous expliquerai dans quel contexte. Peut-être c'est ça qui est important de comprendre. Donc la fondation, comme ça vous comprenez de quelle perspective je vais vous parler de l'ESG. Donc nous on le vit au jour le jour. La fondation Renaissance, c'est une fondation de placement qui est financée par des caisses de pension, dont certaines caisses de pension du centre patronal. Et notre mission depuis plus de 25 ans est la suivante, c'est de financer les cas de succession dans les PME suisses uniquement. Donc typiquement une société, une entreprise familiale, plus de 50% des entreprises familiales aujourd'hui n'ont pas de succession en interne, n'ont pas de parenté, frères, sœurs ou enfants qui vont reprendre la société. Et donc, tu as trouvé un investisseur extérieur pour reprendre la société, pour assurer la pérennité de l'actionnariat. Et puis, typiquement, au sein de la fondation, on est financé par des capitaux de caisses de pension suisses, qui sont à ce moment-là investis dans les sociétés, et puis on se substitue à la famille pour reprendre en fait l'actionnariat de la famille qui n'a pas de repreneur au sein de la famille, et on pérennise à ce moment-là l'actionnariat. On ne va pas rentrer dans les détails, simplement ce qui est important, c'est que nous on le vit donc en tant que propriétaire de société. Ce n'est pas nous les propriétaires, c'est les caisses de pension qui sont propriétaires, mais on gère ces sociétés pour le cas des caisses de pension, et donc on est en tant que représentant de l'actionnaire majoritaire, et également on est systématiquement sur les conseils d'administration de ces sociétés, donc on a un rôle relativement actif au sein de ces sociétés. Celle que je mentionnerai, c'est comme celle dans le canton de Cannes-Place, que vous connaissez peut-être, qui a été un cas de succession qu'on a repris, et puis l'autre qui est Expert aussi, qui sont les deux sociétés dans le canton de Vaud, mais autrement on est sur toute la Suisse. Le dernier investissement qu'on vient de faire, c'est le canton de Saint-Gall, donc relativement loin de notre base qui est à Zurich et à Lausanne. Ça c'est juste pour donner la perspective. Alors, quand on parle de durabilité pour ces PME, donc c'est toutes des PME entre 10 et 80 millions de chiffres d'affaires. La durabilité, quand on a commencé à leur parler de durabilité il y a 4 ans ou 5 ans, déjà les mots ESG, ils nous demandaient qu'est-ce que ça veut dire ESG. Il y avait déjà une certaine interrogation. Et puis, attendez, j'avance. Et donc, on a essayé de comprendre un petit peu quels sont les influenceurs, c'est un mot très à la mode, mais au niveau de la durabilité dans les sociétés. Alors évidemment, nous, comme je vous ai expliqué, mais beaucoup, on peut agir au niveau de conseil d'administration, de plus en plus. Les investisseurs, donc nous, c'est les investisseurs institutionnels, caisses de pension, qui vont de plus en plus imposer en fait une certaine directive au niveau de l'ESG. La grosse difficulté entre ce qu'une caisse de pension veut au niveau durabilité et ce qu'une PME, ce que ça représente, il y a un autre langage, il y a une traduction, donc ce n'est pas évident à faire. Où on le voit de plus en plus, c'est au niveau des clients, très clairement. Ça, c'est pour nous alors, beaucoup des PME chez qui on est, par exemple, disaient l'ESG, qu'est-ce que c'est? On développait un programme d'ESG grâce à en fait, notre investissement, on l'impose au début. Mais des clients vraiment des sociétés dans le décolletage. Typiquement, le décolletage, ESG, qu'est-ce que ça me concerne? C'est vraiment très loin, durabilité. Et tout d'un coup, il y a certains clients, des clients comme Rolex, comme Patek Philippe et d'autres, qui débarquent, qui disent on va faire un audit ESG de votre production. Alors tout d'un coup, même des sociétés qui voulaient être hors du cyclone ESG, hors de l'avalanche ESG, se retrouvent malgré elles, en fait, emportés par des clients qui leur disent si vous n'êtes pas ESG, si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas fait ça, en fait, vous ne pouvez plus postuler pour être client chez nous. Donc, on le voit de plus en plus dans des domaines qui se sentaient, je dirais, relativement à l'abri de l'ESG, tout d'un coup se retrouvent un petit peu au milieu du cyclone. Et donc, l'ESG, on est au début et ça va venir de plus en plus fort, indépendamment où on se trouve dans la chaîne de valeur. Les collaborateurs, alors, ce que j'ai bien aimé, comme M. Vraiment a proposé, on parle d'ESG beaucoup. C'est un grand mot, ESG, mais en fait, au niveau des collaborateurs, la partie sociale, on le voit que ça prend de plus en plus d'importance, c'est être un bon employeur. Au niveau social, on voit dans les domaines compétitifs des questions au niveau on a parlé du congé paternité, caisse de pension et tout ça. Ça devient vraiment une partie fondamentale dans les domaines compétitifs, mais de manière générale en Suisse, on le sait tous. Et où ça change beaucoup, en fait, c'est au niveau des autorités politiques. Ça, on sent vraiment qu'aujourd'hui, on est vraiment passé du mode d'essayer de faire quelque chose à, on le voit au niveau de certaines motions du Conseil fédéral aujourd'hui. Alors, ça concerne des PME relativement importantes, des PME qui ont, aujourd'hui, ça touche des PME dans les directives du Conseil fédéral qui ont plus de 500 employés et plus de 40 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est relativement des grosses PME. Mais ça va descendre, en tout cas ce que nous, on estime,
très vite, la barre va descendre, ça ne va pas être 40 millions, ça va être 10 à 15 millions. Et donc, au niveau des obligations des PME aujourd'hui, c'est du reporting ESG, publication sur le site Internet, et etc., etc. Donc, c'est en train, au niveau des autorités politiques, en tant qu'influenceurs, on pense qu'il va y avoir un gros push de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'ESG par rapport à cette forme ESG2Go? On a été un petit peu, on peut se dire, à l'instigation de ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est il y a 4 ans, en fait, pour la petite histoire, nos caisses de pension nous ont dit, nos investisseurs nous ont dit, faites quelque chose dans l'ESG, mais quelque chose de concret. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour des PME, pour que ça soit concret, qu'elles comprennent, que ça soit un outil utilisable par les PME, facilement à mettre en place, et puis qui amène une vraie valeur ajoutée. On ne voulait pas rester dans des idées de conceptuelles, mais on voulait vraiment mesurer quelque chose au niveau de l'ESG. Donc, on a développé à l'époque à l'Université de Zurich, et aujourd'hui, cette même entité est rattachée à l'Université de Management de Fribourg, un outil qui est utilisé qui s'appelle aujourd'hui ESG2Go. Au départ, en 2018, c'était un outil Excel sur lequel, en fait, et on peut y venir tout de suite, on pose environ, la base de l'ESG2Go reste un petit peu sur la même base de l'époque. C'est environ 80 questions qu'on pose aux entreprises qui sont réparties entre du E, S et G. Alors, si on parle par exemple des facteurs sociaux, c'est typiquement congé paternité, on en a déjà parlé. Est-ce que vous êtes au minimum ou pas? On mesure le taux de couverture de la caisse de pension. Est-ce qu'en tant qu'employé ou futur employé, vous préférez dans une société qui a un taux de couverture de 70%, 80%, 100% ou 120%? C'est un critère important. Au niveau, évidemment, les mixités, hommes-femmes, âge, etc., est une chose qui est mesurée. Mais d'autres choses également, par exemple, participation au tout ce qui est les apprentis, quel est l'engagement de la société au niveau de l'apprenti. Donc, c'est une question, par exemple, 30 questions qui sont posées au niveau social à un directeur financier qui sont compréhensibles. C'est des questions, c'est oui, non, ou on peut mettre un chiffre. Donc, c'est très important, c'est des questions très simples. Au niveau de la gouvernance, ce n'est pas non plus partir dans des grands concepts de gouvernance, mais des questions, par exemple, est-ce que vous avez un audit ordinaire, un audit restreint? C'est des questions oui, non. Est-ce que vous avez un code de conduite pour vos employés, pour vos clients? Certaines sociétés ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas une bonne conduite, mais seulement ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas structuré la société autour de ça. Au niveau des politiques, au niveau de l'abus de substances illicites, etc., la cybersécurité. Donc, vous avez un certain nombre de facteurs que vous mesurez au niveau de la gouvernance. Et puis, au niveau de l'environnement également, évidemment le bilan CO2, mais au niveau des déchets, etc. Alors, qu'est-ce que ça vous amène? Ça, c'est des indicateurs, environ 80, qui sont transformés en tant que des indicateurs de performance qu'on appelle des Key Performance Indicators. Et là, je vous partage en fait pour notre portefeuille en partie. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne, ça c'est des sociétés dont je n'ai pas mis le nom, mais simplement, chaque année, depuis 4 ans aujourd'hui, en fait, on a une note qui est donnée à chacune de nos sociétés au niveau de l'environnement social et gouvernance. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est beau d'avoir une note, mais qu'est-ce qu'on fait avec la note? Alors, en fait, on a vu qu'au départ, je ne vous le cache pas, nos PME, au départ, elles résistaient un petit peu. On doit remplir un Excel, c'est 80 caisses, etc., 80 questions. Première année, on les a un petit peu forcés. On est actionnaire majoritaire, donc on peut un petit peu s'engager et forcer ce mouvement. Deuxième année, elles le font, mais voilà, moins en reculant. Et puis, après, ça devient un vrai outil de discussion parce qu'elle nous dit, tiens, je ne suis pas très haut en gouvernance, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, par exemple, dans des sociétés de l'année passée, on a beaucoup regardé tous ces codes de conduite. Les sociétés qui n'en avaient pas, on leur dit, ben, tiens, on va mettre un code de conduite en place et tout d'un coup, ça leur fait gagner un point là-dessus. Donc, l'idée, ce n'est pas de changer le monde en une fois, mais c'est au fur et à mesure, chaque année, on identifie 2 à 3 critères qui vont améliorer les sociétés. Il y a un critère qui a été étonnamment, qui a eu un énorme impact. On mesure le critère si une société a une partie du bonus, 5 ou 10%, qui est liée à l'ESG. Donc, si vous mettez, on dit, quand on est conseil d'administration, on dit cette année prochaine, vous allez avoir 5 à 10% de votre bonus qui va être lié à l'ESG, sans leur dire ce que c'est. Justement, ça, c'est une liberté du management, mais ça crée une réflexion, parce que vous avez 5 ou 10% de votre bonus où il faut mettre quelque chose. Et donc, ce genre de choses, on le mesure dans la gouvernance, par exemple. Dans la gouvernance, est-ce que vous avez une partie du bonus de votre direction générale qui est liée à l'ESG? Tout ça, ça crée des effets, en fait, de boule de neige, où tout d'un coup, la direction générale se dit, tiens, il faut mettre quelque chose dans cette case, qu'est-ce qu'on met? Et puis, ça crée une vraie réflexion. Donc, cet outil de mesure, non seulement permet de mesurer où vous vous situez, mais surtout, comme vous l'avez très bien expliqué, ça, après on se dit, une fois que je l'ai mesuré, comment est-ce que je peux m'améliorer? Donc il y a vraiment une logique d'amélioration
Et ce n'est pas une logique punitive, bien au contraire, se dire comment est-ce que je peux m'améliorer au fur et à mesure. Donc ça, on l'utilise depuis 4 ans. Maintenant, il y a cette version EEG2Go qui est sur l'Internet et qui permet vraiment d'améliorer ça au fur et à mesure. Nous, on n'a aucun intérêt économique ou rien dans cette plateforme. On a juste été l'instigateur de cette plateforme. On l'utilise. On est très content que d'autres personnes l'utilisent. 200 PME à travers la Suisse l'utilisent. Et donc, on n'a qu'un intérêt. Plus on est à l'utiliser, mieux on se portera pour une raison très simple, c'est qu'on pourra commencer à faire des benchmarks. Si vous avez 10 sociétés qui l'utilisent, statistiquement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Si vous commencez à avoir 200, 300, 400, statistiquement, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Et pour finaliser, trois défis que nous, on voit au niveau de l'ESG aujourd'hui, parce qu'on est quand même tout au début de l'ESG aujourd'hui. Il y a plein de différentes méthodologies. Ça, c'est le premier problème. C'est qu'on en a une, ESG2Go, parce qu'on n'avait pas d'outils qu'on trouvait adaptés, donc on a instigé une nouvelle, maintenant qui est en train de se répandre. Mais il y a beaucoup de méthodes. Donc, comme PME, souvent, ils se disent, tiens, mais il y a celle-ci, mais il y a celle-ci, mais il y a celle-ci, laquelle je prends. Donc, c'est toujours un peu difficile. Donc, plus on a d'options, plus ça retarde un petit peu le développement de l'ESG, parce que les gens se disent, avant de me plonger dedans, j'aimerais bien savoir laquelle va vraiment être le winner. Si je mets cette année dans beaucoup de ESG2Go et l'année prochaine, il y en a une autre, j'ai passé beaucoup de temps, ou inversement. La deuxième, c'est ce que je parlais de benchmarking. Comme vous avez beaucoup de méthodologies, vous n'avez pas assez de données, disons, statistiques et un échantillonnage assez important pour pouvoir avoir des statistiques sur vraiment est-ce que je me situe bien par rapport à mes concurrents. S'il n'y en a que 2 concurrents qui ont répondu à la méthodologie, c'est statistiquement pas très pertinent, donc ils vont se dire ça vaut pas vraiment un titre de comparaison. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est audit, en fait, et ça va venir dans un prochain temps, c'est qu'aujourd'hui, quand on donne cette information à cette plateforme ESG2Go, mais à d'autres plateformes, en fait, on donne les informations, mais il n'y a pas encore de l'audit comme on l'a dans les résultats financiers. C'est pour ça que je dis qu'on est un petit peu au premier balbutiement de l'ESG aujourd'hui, parce que comme l'IFRS, il y a des années au niveau financier, aujourd'hui, un bilan ESG, que ce soit une méthodologie ou une autre, c'est très différent, alors que d'un bilan financier aujourd'hui, avec les normes IFRS, vous savez exactement ce que vous avez. Vous avez un audit. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore une normalisation au niveau des méthodologies, un audit sera difficile. Voilà, c'est un petit peu en quelques temps. Merci. Et puis, Merci, M. Waldvogel.